Le climax de ce nouvel arc est déjà atteint. Ce chapitre 1078 de One Piece nous révèle en avance toutes les conséquences qu'aura l'assaut de la marine sur Egghead. Une guerre totale et imminente qui bouleversera le monde, mais pas seulement. La révélation du traître nous est enfin faite et ses motivations peuvent nous indiquer un étrange parallèle avec l'ancien royaume et comment il fut détruit il y a de cela 800 ans. Le sens caché des incidents dans One Piece, les power-ups de certains Mugiwara et le combat de Luffy contre Saturne, le futur de cette œuvre va sans nul doute créer une vague d'émotions encore plus grande et plus intense que nous n'avons pas ressenti depuis bien longtemps. Les bros, c'est Goji et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'un des chapitres m'ayant le plus passionné, transporté même, et ce depuis très longtemps. Vous l'aurez compris, je vous ai préparé une énorme review pour cette occasion, alors je vous invite à exploser les likes comme jamais sur cette vidéo pour célébrer ce chapitre monumental et évidemment à vous abonner avec la cloche puisque 54% d'entre vous regardent mes vidéos chaque semaine sans rejoindre l'équipage. Vous ne serez pas déçus, ça ne vous coûte rien et c'est l'un des meilleurs soutiens pour la chaîne, alors merci à vous, merci aux Nakama qui me suivent déjà et embarquons sur le même navire pour découvrir en détail cet incroyable chapitre 1078. Pour le bon équilibre de cette review, nous allons suivre la chronologie habituelle du chapitre et donc commencer par son commencement, la page de couverture. Nous pouvons en effet retrouver dans celle-ci la première partie d'un événement que j'ai pu vous mentionner dans ma review précédente, la nouvelle alliance entre Caesar Clown et le patriarche des Vinsmoke. Pour ce qui est des conséquences de cette alliance, nous en parlerons plus loin puisqu'elle fait partie d'une plus grosse théorie. Nous pouvons cependant noter que la création des Néomads ne semble pas forcément ravir les enfants Vinsmoke malgré l'incroyable gain de puissance qu'ils pourraient accorder au royaume du Germa Double Six. En effet, la chimie de Caesar Clown capable de neutraliser avec facilité une île entière et les capacités de clonage de Judge Vinsmoke, offrant une armée quasiment infinie et immortelle, forment une combinaison absolument dévastatrice pour tout ennemi de cette nation. La question est désormais de savoir s'ils vont pousser la création des Néomads à son paroxysme en allant récupérer, après sa défaite par Sanji, Queen, l'une des calamités de Kaido. Étant lui aussi un ancien membre des Mads, partageant le même amour pour le chaos que Caesar et Judge, son retour au sein du trio original n'est pas impossible, bien qu'il semble aujourd'hui emprisonné à Impel Down suite à l'arrivée de Ryukogyu sur Wano Kuni. Le choix s'offre alors à nous, soit Queen ne les intéresse plus, soit Oda va tenter coûte que coûte de réintroduire ce personnage dans l'œuvre actuelle. Je terminerai cette mini-analyse en vous priant de ne pas oublier que cette mini-aventure se déroule bien avant la timeline actuelle. Sans savoir à combien de jours ou de semaines elle remonte, il n'est pas impossible que les Néomads se sont formés au même moment où Ryukogyu a capturé Queen et que par conséquent, Judge et Caesar pourront intercepter le précieux prisonnier de l'amiral avant même qu'il atteigne Impel Down. Plus simplement, le scénario serait similaire à la fin de Dressrosa où Doflamingo fut escorté à Impel Down par Fujitora quand en pleine mer, Jack a pris d'assaut la flotte de la marine pour le récupérer en vain. Cet événement se répéterait du côté des Néomads qui intercepteraient Queen, le prisonnier, ainsi que King pour les récupérer dans leur équipage avant leur détention sur Impel Down. Son retour signerait un incroyable parallèle avec l'arc actuel d'Egghead, mettant en avant à la fois la science et les Mads avec Vegapunk et Queen, ainsi que les Lunarians avec les Séraphins et King. Le chapitre introduit directement Stussy et Sentomaru qui révèlent tous les deux l'envergure derrière le raid de la marine qui se prépare sur Egghead. Stussy étant bien informé de par son ancien rôle de membre du CP0, explique que Vegapunk est allé bien plus loin que Clover dans ses recherches sur le siècle oublié et que contrairement à Ohara, Egghead possède une capacité de combat et de défense absolument remarquable. En d'autres termes, si Ohara fut l'un des incidents les plus importants du monde et un massacre sans précédent n'ayant laissé que des ruines, Egghead est censé être encore pire que ça. Le paradoxe est désormais assez simple, comment l'emporter sur l'île scientifique sans la détruire. En effet, le CP0 avait la mission de tuer Vegapunk, mais surtout de conserver les recherches et inventions très précieuses du plus grand scientifique du monde. Étant donné l'ampleur de la bataille qui se prépare, la marine n'aurait alors pas d'autre choix, et ce sous les ordres de Kizaru et Saturne, que de ne plus hésiter à détruire Egghead tant qu'ils parviennent à l'emporter sur leurs ennemis. Même si nous ne connaissons pour l'instant pas le scénario final qu'Oda nous prépare, il est difficile d'imaginer que l'île du scientifique reste intacte et surtout qu'elle reste à la même position. Vu le danger que représente Egghead pour le gouvernement mondial, qu'il voit en elle une nouvelle Ohara encore plus dangereuse, la théorie sur le déplacement de cette île est encore plus intéressante. Pas seulement, ce projet d'île capable de se déplacer fut très important à un moment du manga, puisque ce n'est nul autre que le rêve d'Iceberg qui compte faire de Water 7 une île capable de flotter, une île capable de bouger. Nul doute que l'homme le plus intelligent du monde, avec 500 ans d'avance sur le reste de ses confrères,
ait lui aussi eu l'idée de faire bouger son île. Pour protéger ses citoyens qui n'auront sûrement pas le temps de s'enfuir et pour préserver tous les trésors de technologie qu'elle abrite, Vegapunk utilisera le module aérien d'Egghead lui permettant de se mouvoir dans le ciel et ainsi échapper à la destruction. Mais encore une fois, Oda nous dissimule un gros événement autour d'Egghead et nous verrons ça dans la suite de cette review. Du côté de Franky, la situation est plutôt critique. Lilith et Usopp sont pétrifiés, lui-même l'est à moitié, Pythagore vient peut-être de subir le coup de grâce par Ace Snake, et rien ne semble pouvoir arrêter le clone de bois en coque. Enfin ça, c'est sans compter la détermination de Franky qui semble l'interpeller avant qu'elle ne quitte le bâtiment. En effet, et même s'il est à moitié paralysé, Franky a un potentiel point faible à exploiter chez les Séraphins que les autres Mugiwara ne peuvent pas faire, les attaquer avec son Radical Beam. Bien qu'il ne soit pas le Mugiwara le plus puissant au combat, cette technique fait de Franky un vrai monstre capable de déployer une énergie que rares peuvent le faire. D'autant plus que ce laser ne nous est pas totalement inconnu, ni à nous et encore moins aux Séraphins puisqu'il s'agit d'une reproduction miniature du laser de Vegapunk. Cette information révélée dans le premier databook Vivcard de One Piece prend aujourd'hui un sens différent quand Edison fut apeuré en le voyant utiliser un tel armement face à S-Shark, le premier Séraphin qu'ils ont rencontré. Effectivement, et d'après les dires de Vegapunk, les Séraphins n'ont pas été testés sur leur résistance aux rayons laser. Il pourrait alors s'agir d'un point faible, d'une brèche chez ces êtres semblant invulnérables et Franky pourrait l'exploiter face à Ace Snake. Problème, il est pétrifié du côté droit et il a besoin de ses deux mains pour canaliser cette attaque. La solution serait que comme n'importe quel Mugiwara et personnage de One Piece en général, Franky ait amélioré ses capacités et qu'il puisse désormais utiliser le Radical Beam d'une seule main, ce qui aura bien sûr pour effet de diviser sa puissance par deux, mais que ce soit suffisant pour étourdir Ace Snake. Cette possibilité n'est pas à exclure, surtout qu'elle ne semble pas avoir sa flamme activée dans le dos, ce qui la rendrait alors bien plus vulnérable. Dans une idée différente mais toujours dans le thème, n'oublions pas que le dernier chapitre nous a introduit l'utilisation du Bubble Gun, l'arme tirant des bulles possédant les propriétés du granit marin. L'arme étant relativement proche de Franky, il pourrait la récupérer grâce à son point extensible ou même, dans un scénario rappelant Luffy versus Crocodile, voir une des bulles tirées précédemment par Lilith redescendre sur lui et éventuellement annuler les pouvoirs de Ace Snake. Vous l'aurez compris, les scénarios sont très nombreux et attrayants. Du côté de Robin, Chopper et Atlas, ils se dirigent tous trois vers une salle inutilisée depuis un moment qu'Atlas semblait avoir oublié et qu'elle soupçonne cacher le Vegapunk originel. Ici nous avons également deux possibilités, la première est évidemment que cette salle soit bel et bien l'ancien laboratoire des fruits du démon, là où se trouve actuellement Vegapunk, Shaka et le traître. C'est sûrement là où ils se dirigent, il y a peu de doute, mais la deuxième possibilité est intéressante puisqu'il pourrait s'agir d'une autre salle abandonnée que nous avons découvert plus tôt, la salle de Kuma où se trouve Bonnie. C'est en effet ici que Vegapunk s'est rendu à l'origine et c'est ici qu'il fut kidnappé. En s'y rendant, Atlas, Robin et Chopper pourraient alors découvrir un secret les menant au traître ou tout simplement récupérer Bonnie avec eux qui est, comme montré plus loin dans le chapitre, dans un état de profonde détresse. Moment très important à la page suivante puisque nous retrouvons Sanji contre S-Shark, un combat nous ayant laissé dans une hype assez grande, en tout cas pour ma part, suite au retour du Evil Sanji avec son sourcil inversé. Si l'action se déroule sur seulement 3 pauvres cases, nous pouvons tout de même découvrir que Sanji est toujours autant invulnérable, allant même jusqu'à ne subir aucun dégât face au Séraphin, lui assénant un coup de poing. Un rappel à Onigashima lorsqu'il ne bougea pas d'un pouce après l'attaque de Queen, sauf que aujourd'hui, une chose a changé, il assume le pouvoir qui lui est conféré, un pouvoir qu'il nomme par ailleurs le pouvoir de l'amour. Si vous pensez qu'il ne s'agit là que d'une réplique basique à la Sanji, détrompez-vous car elle possède probablement un sens caché bien plus profond. En effet, nous savons désormais que les modifications génétiques de Sanji s'éveillent à certains moments d'un combat, un moment qu'il semble pouvoir contrôler, un moment qu'il semble pouvoir choisir et qui se caractérise par le sens inversé de son sourcil. Nous savons également que ces modifications génétiques furent l'objet d'un énorme stress chez le fils Vinsmoke, qui craignait de se voir transformé en un être insensible et vide comme le sont ses frères. Le voir aujourd'hui assumer sa transformation en la qualifiant de pouvoir de l'amour prouve désormais que malgré les gènes qu'il partage avec sa fratrie immorale et dénuée d'émotions, lui, il continue d'être plus humain que jamais. Il persiste être animé par l'émotion la plus forte chez lui, l'amour. L'évolution de Sanji entre ce moment et son dernier combat face à Queen est phénoménale. Alors qu'il craignait être capable de faire subir les pires atrocités à une jeune femme sans défense, aujourd'hui il se dresse fièrement face à l'agresseur de Nami sans peur de la blesser elle. Sanji a beau avoir totalement changé, il reste ironiquement toujours le même. Aujourd'hui il assume pleinement ses pouvoirs et ses origines. Mais le point culminant de cette symbolique, il provient du SBS du tome 105 sorti récemment. À la question de comment le sourcil de Sanji s'est-il inversé au chapitre 1031,
Oda a répondu que ça nous ramène à Whole Cake Island lorsque nous avons découvert tous ses frères génétiquement modifiés et aux capacités surhumaines. Seul Sanji, grâce aux efforts de sa mère, est né en enfant normal. Pour résumer, Sora a lutté de tout son corps et de tout son être afin que ses enfants ne soient pas les monstres que Judge voulait créer. Ces efforts ont payé que pour un seul d'eux, notre cher Sanji. Bien que Sanji soit aujourd'hui capable de développer les mêmes capacités que ses frères et sœurs, grâce à l'amour incommensurable de sa mère, il est parvenu à garder l'humanité qui le diffère tant de sa fratrie, tout en obtenant les pouvoirs monstrueux du Germa Double Six. En d'autres termes, le pouvoir de l'amour mentionné par Sanji pourrait et serait simplement l'écho de l'amour de sa mère qui lui a permis de naître différent de sa fratrie, une différence qui marquera en réalité sa force, une différence qui fera de lui la création ultime. Maintenant que son corps est en mode invincible, Sanji pourra signer le retour du Ifrit Jump, ce feu bleu si ardent que seul son exosquelette combiné à son haki est capable de résister. Il s'agit en effet d'une technique qui ne peut être utilisée aussi simplement que le Diable Jump, alors attendez-vous à son retour dans les prochains chapitres. Luffy, Zoro, Lucci et Kaku sont toujours bloqués face aux Séraphins et l'un d'eux a disparu, Ace Hawk. Il semble avoir changé de stratégie pour s'en prendre aux plus faibles et ainsi déstabiliser les plus forts. Cette information peut nous permettre de savoir où il souhaite se rendre et tout porte à croire qu'il se dirige au deuxième étage, là où se trouvent Robin, Chopper et Atlas. Tout simplement car il s'agit du seul groupe n'ayant pas combattu tout en étant le moins bien protégé avec la moins grande puissance d'attaque. Surtout que ces derniers souhaitaient se diriger vers Vegapunk, une information que le trait aurait pu intercepter pour ensuite indiquer au S-Hawk de les arrêter. Robin et Chopper risquent alors d'être en danger prochainement, bien que Zoro sera là pour les sauver. Mais si Sanji nous dévoile le pouvoir qu'il a éveillé sur Onigashima pour combattre la Séraphin, il en sera également de même pour Zoro. N'oublions pas que même si moins marqué, l'épéiste des Mugiwara a vécu un gain de puissance colossal avec notamment l'éveil de son Haki des Rois et sa capacité à l'enduire sur ses lames. Je n'ai personnellement aucun doute qu'il en fasse aujourd'hui une nouvelle utilisation face à son combat contre le Séraphin du plus grand sabreur au monde. Nous arrivons enfin à l'un des moments principaux de ce chapitre, c'est en effet un flashback de 3 mois qui nous est présenté, un cheminement qui nous conduira directement au traître des Vegapunk. Dans la chronologie actuelle, ce qui va se passer demain aura comme appellation l'incident d'Egghead. Il y a 3 mois, sur Marie-Joise, un appel d'Egghead a révélé à la plus haute instance mondiale les recherches avancées qu'avait engagé Vegapunk sur le siècle oublié. Une information ne manquant pas de mettre en alerte le Gorosei, les forçant à planifier un assassinat de Vegapunk, tâche confiée au CP0. Mais sans pouvoir assurer le bon déroulement du plan de ces derniers, ils décidèrent d'envoyer l'un d'eux escorté par l'amiral Kizaru et de plusieurs flottes de la marine de toutes les branches disponibles. Cette fois-ci, il était question d'une guerre totale imminente. Mais l'arrivée fortuite de Luffy, le nouvel empereur qui a battu Kaido, force le gouvernement à s'inquiéter du déroulement de cette mission. Cependant, et quoi qu'il arrive, cet enchaînement d'événements atteindra son point culminant demain et les conséquences vont choquer le monde entier. Le retour au présent n'est pas moins inquiétant puisque le traître d'Egghead à l'origine de tout cela se révèle sous le regard estomaqué du vrai Vegapunk. York, le satellite de l'avarice, souhaitant devenir la seule Vegapunk et surtout une Tenryubito. Le traître est révélé et ses conséquences sur le monde entier continueront sans doute de résonner encore de nombreuses années. Maintenant, revenons point par point sur toutes les explications, les révélations, les analyses et les théories sur tout ce qui vient de se passer et surtout sur tout ce qui va se passer. Tout d'abord, je dois notifier que c'est vraiment l'un des moments que j'ai préféré lire dans One Piece depuis très longtemps. Sûrement car j'ai eu la sensation d'un véritable cadeau qu'on me fait. Non, Egghead ne se finira pas si simplement et ces événements n'auront pas une conséquence que sur le court terme. Et ce qui m'a conforté dans cette idée, ce n'est ni plus ni moins que la simple petite mention du mot incident. En effet, cette précision est très importante car chacun des événements de One Piece portant le nom d'incident eut des conséquences impensables sur le reste de l'histoire. L'incident de God Valley ayant détruit l'équipage des Rocks et fait disparaître de la carte l'île où résidaient les dragons célestes et leurs esclaves. L'incident d'Ohara qui marqua la destruction pure et simple de toute l'histoire de One Piece, un véritable autodafé de la plus grande et précieuse bibliothèque au monde prônant l'interdiction ultime de l'étude des poneglyphes. L'incident de Banaro dont les conséquences se font aujourd'hui encore ressentir avec la défaite et la capture d'Ace par Barbe Noire, ce qui engrangera une suite d'événements folles avec Marineford, la mort d'Ace, la mort de Barbe Blanche et j'en passe.
Piece. Et plus récemment, l'incident de Rocky Port, qui eut des conséquences plus mesurées que les autres en permettant à Barbe Noire de récupérer toutefois la ruche des mains de Wang Zi, restant encore mystérieux sur plusieurs points. Bref, les incidents sous-entendent inévitablement un événement d'une ampleur mondiale et ça, Oda nous l'a d'ailleurs bien précisé dans ce chapitre. Mais alors, quelle forme d'incident sera celui d'Egghead? Étant donné la réutilisation de ces termes dans les événements les plus marquants, nous pouvons plus que jamais partir du principe du parallélisme et voir quel scénario Oda pourrait réutiliser dans ce nouvel incident. Si on se base sur le scénario d'Ohara, détruite pour ses savoirs sur le siècle oublié, alors l'incident d'Egghead serait lié soit à la destruction complète de l'île, soit à la révélation d'une partie de l'histoire du siècle oublié au monde entier. Contrairement au scénario Ohara, le gouvernement mondial ne parviendrait pas à faire taire Vegapunk et ce dernier réussirait grâce à sa technologie à dévoiler au grand jour publiquement une grande partie de l'histoire interdite. L'incident d'Egghead qui chamboulerait le monde entier porterait bien son nom puisque cette révélation antique susciterait un vrai choc dans toutes les îles, dans toutes les nations, à travers toutes les mers. Voyons désormais le scénario suivant, le parallèle avec Banaro. Si on se base sur ce scénario, alors le résultat m'arrangerait plutôt bien puisque cet incident fut le résultat de la défaite d'Ace face à Barbe Noire, mais surtout de la capture du fils de Roger par la marine menant à la grande guerre de Marineford. En effet, l'un de mes scénarios préférés reste et restera évidemment la capture de Luffy par la marine et le gouvernement mondial. Une hypothèse que j'ai largement évoquée et développée dans ma review du chapitre 1075 et qui représenterait un véritable incident qui ébranlerait le monde entier. Sa capture, la capture de celui qui est devenu l'ennemi ultime du gouvernement mondial, chamboulerait le monde d'une façon absolument inimaginable. Une véritable armée se lèverait contre le gouvernement, toutes les alliances de Luffy, des révolutionnaires et peut-être plus encore, se retrouveraient à affronter la plus grande instance mondiale pour sauver le dieu soleil. Mais surtout, si le parallèle est poussé à son paroxysme, alors la capture de Luffy mènerait à la nouvelle grande guerre similaire à Marineford, sauf que cette fois-ci, et contrairement à Ace, il ne mourrait pas. On passe au dernier scénario, l'incident de God Valley et son parallèle avec Egghead. En effet, vous allez remarquer que les deux événements autour de ces îles suivent étrangement la même voie. Rox d'Ichebek avait comme ambition de devenir le roi du monde et c'était sûrement la raison pour laquelle il a attaqué God Valley. York quant à elle a l'ambition de devenir aussi quelque chose, une Tenryubito. Ces deux incidents débutent alors par deux personnes souhaitant devenir quelque chose, quelqu'un. Mais pas seulement, il y a l'existence d'un tabou. En effet, Chebek a mis le doigt sur un tabou qui serait, semble-t-il, à l'origine de la destruction de cette île, ou du moins de sa disparition. De son côté, Vegapunk a également découvert quelque chose de tabou, de caché et protégé par le gouvernement mondial, toute leur histoire est liée au siècle oublié. C'est d'ailleurs suite à ces études que, tout comme Ohara, le gouvernement souhaite effacer Egghead et Vegapunk de l'histoire. Ce n'est pas tout et les parallèles peuvent encore continuer avec l'esclavagisme. C'est en effet sur God Valley que se trouvaient des esclaves avec les Tenryubito, que Garp et Roger ont protégés. Sur Egghead, nous apprenions justement que Kuma, personnage extrêmement lié à Vegapunk et particulièrement présent dans ce nouvel arc, était un ancien esclave. Son flashback le montre dans un environnement que je pense pouvoir être God Valley, ce qui appuierait davantage les parallèles entre ces deux îles. Alors quelle serait la finalité d'Egghead si Oda décide de pousser son parallèle avec God Valley encore plus loin? Eh bien difficile à dire malgré les similitudes évidentes. Une idée charmante serait que tout comme il a fait aux côtés de Roger, Garp qui était très proche d'Egghead récemment au chapitre 1071 se rallie à Luffy pour lui permettre de s'échapper contre la marine. Même si cela signe une trahison envers l'institution militaire, Garp accepterait peut-être moins la lourde sentence pesant au-dessus de Vegapunk tant il est loin de l'archétype du criminel dangereux que la marine est censée chasser. Vous l'aurez compris, vous l'aurez constaté, de nombreux scénarios miroirs peuvent se retrouver entre l'incident d'Egghead et les trois autres incidents majeurs ayant marqué l'histoire de One Piece. Mais peut-être que finalement Egghead sera différent des autres, peut-être qu'Eiichiro Oda prépare une histoire bien particulière pour cette île qui a brisé les limites acceptables du gouvernement. Cependant, si un parallèle dont je suis assez certain peut exister entre Egghead et une certaine île, c'est avec l'Ancien Royaume. Il nous a récemment été révélé que l'Ancien Royaume, que l'on considère comme l'épicentre même de l'histoire antique de One Piece, possédait autrefois une technologie révolutionnaire. En réalité, l'Ancien Royaume vivait avec plusieurs centaines d'années d'avance sur son temps, tout comme Vegapunk. Egghead étant une reproduction à l'échelle scientifique de cette ancienne civilisation mentionnée autrefois que par le professeur Clover, il se peut qu'Oda ait pour le coup réellement fait de l'histoire d'Egghead un miroir de l'histoire de l'Ancien Royaume. Il se peut qu'en réalité on nous explique aujourd'hui une partie de comment l'Ancien Royaume a été détruit. Tout comme cet Ancien Royaume, Egghead s'apprête à être rayé de la carte. Tout comme l'Ancien Royaume, son ennemi est le gouvernement mondial. L'origine du conflit ayant éclaté entre la coalition des
d'un roi et l'ancien royaume pourrait venir d'un traître du côté de ces derniers. Une personnalité importante aurait, tout comme York, aujourd'hui, avec son désir de devenir dragon céleste, été séduite par les promesses de ce qui deviendrait à terme le gouvernement mondial. Bien qu'étant un royaume puissant et prospère, l'ancien royaume représenterait peut-être une forme unique de la royauté, puisque le peuple aurait vécu dans une société idéale, équitable et libre. Quelqu'un aurait cependant eu besoin de plus, besoin d'accéder au titre de Dieu suprême, comme le sont les Tenryubito aujourd'hui même. L'arc d'Egghead confirme davantage la théorie des traîtres de One Piece qui sont et seront encore présents dans le futur, présents dans chacun des arcs du manga, et si c'est le cas, alors l'ancien royaume fut lui aussi victime d'un usurpateur. L'un des plus simples arguments est celui-ci: si l'ancien royaume était si puissant, si l'ancien royaume était si avancé technologiquement avec le même système d'armement que possède aujourd'hui Egghead, et que même le gouvernement redoute, alors comment ont-ils été vaincus? La réponse se trouverait justement dans l'existence d'un traître au sein de l'ancien royaume, un traître qui aurait, tout comme York, désactivé les systèmes de défense de l'île, la rendant vulnérable et précipitant sa triste fin. Ne l'oubliez jamais, l'histoire se répète inlassablement, et c'est précisément pour éviter de se retrouver en défaite que le gouvernement agit avec autant d'extrémisme lorsque certains scénarios semblent recommencer. Mais contrairement à l'époque de l'ancien royaume, les choses sont différentes aujourd'hui, car une personne est capable de modifier le destin, et c'est Luffy. L'arrivée inattendue du nouvel empereur sur Egghead a totalement changé la balance dans cette nouvelle guerre. C'est la raison pour laquelle Vegapunk dit interpréter la venue de Luffy comme un signe du destin, car sa présence permettra indéniablement d'éviter la destruction totale de l'île et la mort du plus grand scientifique du monde. Pas seulement, le destin pourrait jouer encore bien des tours et une véritable guerre navale pourrait se dérouler entre la marine et de nouveaux groupes venus retrouver Luffy sur Egghead. La Cross Guild, comme j'en parlais dans ma review du chapitre 1076. Cette institution se base sur la traque des marines et la nouvelle lancée par Morgan's Big News dans son journal disant que l'empereur Luffy a déclaré la guerre à la marine en capturant Vegapunk pourrait signer l'apparition de Baggy, Mihawk et Crocodile avec toute leur flotte. Ainsi, il s'agirait d'une aide supplémentaire pour vaincre ou repousser la marine. Mais pas seulement. Cette fois-ci, c'était la semaine dernière dans ma review du chapitre 1077. Je vous expliquais que Judge et César allaient de nouveau s'allier et iraient en quête de Vegapunk sur Egghead pour se venger. Aujourd'hui, nous apprenons justement qu'ils ont créé les Neomads. Leur alliance est officialisée et elle a forcément un objectif. Cet objectif serait Vegapunk et les mènerait alors sur l'île du futur où ils porteraient secours à leur manière à Luffy et aux scientifiques. Nous arrivons enfin à la troisième aide potentielle qu'ils pourraient subir. Le groupe des révolutionnaires ou même la flotte des Mugiwara. Dragon est intimement lié à Vegapunk. Une histoire se déroule d'ailleurs en parallèle avec lui et Kuma. Ainsi, les révolutionnaires prendraient les armes pour se rendre en direction d'Egghead pour porter secours au plus grand scientifique du monde qui a expliqué se sentir en danger quelques chapitres plus tôt. La flotte des Mugiwara, quant à elle, pourrait également avoir lu les news de Morgan, réalisant ainsi la difficulté dans laquelle se trouve leur capitaine actuellement. Pour la première fois depuis Dressrosa, la flotte des principaux alliés des Mugiwara ferait surface et apporterait à leur tour une aide précieuse pour combattre des centaines de vaisseaux de la marine. Que ce soit la Cross Guild, les Neomads, les révolutionnaires ou même la flotte des Mugiwara, une chose est absolument certaine, leur apparition signerait alors véritablement une bataille d'une ampleur mondiale et justifierait parfaitement comment et pourquoi l'incident d'Egghead sera connu le lendemain comme ayant secoué le monde entier. Avant de passer à la suite, à l'analyse du traître des Vegapunk, je voulais tout de même revenir sur une révélation assez discrète qui nous est faite mais que je trouve très importante. En effet, le Gorosei, pour soutenir le raid en direction d'Egghead et donc le bon déroulement de cette mission, ont envoyé l'un des leurs, Jay Garcia Saturn. Sa présence confirme alors bel et bien que le Gorosei possède une force offensive possiblement supérieure à tous les personnages du gouvernement et la marine, amiral et Cypher Paul inclus. Saturn serait le personnage le plus puissant de la grande flotte de la marine qui arrive, et bien que ce raisonnement soit très simple, pourquoi se serait-il déplacé si ce n'était pas le cas? Pourquoi le Gorosei risquerait un danger quelconque pour l'un des leurs s'il n'était pas capable de se défendre tout seul? L'idée que les 5 étoiles cachent en eux un certain pouvoir, une certaine puissance remonte déjà lors de leur apparition. Il faut dire que tous ont au moins une cicatrice, signe de combat passé, ou possèdent une arme constamment affûtée. Quel intérêt de créer cette ambiance hostile, ce sentiment de puissance, si ce n'est pour pas l'assumer? Quel intérêt de
déplacer l'un de leurs hommes, si ce n'est pour pas lui donner de rôle et le laisser sur le bateau. Ce chapitre est à mon sens la confirmation que Saturne possède une puissance bien supérieure et ultimement qu'il soit peut-être l'adversaire de Luffy dans cet arc. Alors que le Gorosei redoute plus que jamais l'image que Luffy est en train d'incarner dans le monde, l'image de Nika, le guerrier libérateur qu'il tente d'effacer à chacune de ses apparitions, Saturne entrerait en confrontation directe avec lui dans cette guerre totale qui s'apprête à éclater. Cet affrontement permettrait alors de faire réaliser au monde ainsi qu'à nous, lecteurs, la puissance phénoménale qu'un seul des membres du Gorosei peut posséder. Maintenant que l'analyse du futur d'Egghead a été faite, il est temps de parler avec un peu plus d'insistance sur la grande révélation de ce chapitre. Le traître de cet arc est donc bel et bien un Vegapunk et ce n'est nul autre que York, le satellite de l'avidité. Énormément de questions se posent désormais, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est loin d'être une théorie validée pour moi. York, je l'ai eu dans mon collimateur une seule fois au début et c'était parce que je trouvais sa vie absolument horrible en tant que Vegapunk, contrairement aux autres. Son très faible développement m'avait également poussé dans l'idée qu'Oda avait un traitement particulier pour elle, mais lors de sa pétrification, j'ai tout de suite abandonné l'idée. Donc c'est une assez grande surprise de la voir apparaître ici même. En effet, comment fut-elle dépétrifiée? Eh bien, il est possible qu'elle n'ait en réalité jamais été pétrifiée par l'attaque de S-Snake. En effet, si on regarde bien dans ces deux chapitres, lorsque tous les Vegapunks se sont regroupés, York est aperçue avec le gros ventre, signe qu'elle vient de manger pour alimenter en énergie les autres Vegapunks. Et plus tard, dans un autre chapitre, nous la voyons amincie, l'air endormi, signe qu'elle est allée aux toilettes, comme son introduction nous l'a montré. C'est à aucun doute à ce moment précis, pendant son absence, en direction des toilettes, que York a mis en place son plan machiavélique, qu'elle a ordonné aux séraphins de créer un véritable chaos, mais surtout c'est sûrement à ce moment précis où elle s'est remplacée avec un clone d'elle qu'elle a créé de toutes pièces que les autres Vegapunks n'ont pas pu démasquer. Ainsi, S-Snake n'a en réalité pas pétrifié la York originale, mais plutôt un clone, tandis que l'autre mettait en place son plan et son alibi. Si ce scénario peut justifier comment York a réussi à nous berner, ça nous explique pas la motivation de sa trahison, la motivation à devenir Tenryubito. C'est effectivement le point d'orgue de tout ce chapitre et l'événement qui en découle. York fut capable de trahir tout son entourage pour devenir quelque chose que le Vegapunk originel déteste pourtant. Eh bien, il est vrai qu'un aspect de York fut beaucoup oublié, en tout cas pour ma part. Dans cette chasse au traître, elle est le satellite de l'avidité. Contrairement à tous les autres, elle vit pour sa cupidité. Les autres Vegapunks sont passionnés dans leur recherche, dans le maintien des travaux du scientifique, mais York, elle, est la seule à n'être utilisée que pour des besoins biologiques. Passer sa vie à ne rien faire si ce n'est que manger et dormir, il ne serait pas étonnant que le mode de vie des Tenryubito l'ait alors charmé. Mais ce n'est peut-être pas seulement leur mode de vie qui l'a poussé à agir ainsi. En effet, York, plus que n'importe quel autre personnage de l'univers de One Piece, connaît très bien les origines du gouvernement grâce aux recherches de Vegapunk. Ce qui fait qu'elle a possiblement découvert quelque chose concernant le gouvernement mondial qui l'a séduite, que ce soit quelque chose récupéré par eux ou par les Tenryubito. Gardons simplement à l'esprit qu'elle vit pour tout obtenir. Ses ambitions sont démesurées et elles ont sûrement été motivées par les découvertes tabous que Vegapunk a fait sur l'ancien royaume. On sait que tous les Vegapunks recherchent la fameuse source d'énergie infinie, le fameux feu éternel. Mais si c'était en réalité Marie-Joise qui le possédait, que Vegapunk le savait, mais que seul York voudrait l'acquérir en résidant de manière permanente dans la terre des dieux. En tout cas, d'après moi, ce qui l'a poussé à trahir littéralement sa chair et son sang n'est nul autre qu'un désir d'obtenir quelque chose d'encore plus grand, posséder quelque chose de plus que les Tenryubito ont, que Vegapunk a découvert et que York a décidé de s'en emparer. Maintenant, ça n'explique cependant pas pourquoi elle veut garder Stella, le Vegapunk original, en vie. Elle avait largement l'occasion de le tuer mais a préféré l'emprisonner. Pourtant, elle souhaite étrangement devenir la seule et unique Vegapunk. Autre chose étrange, l'arrivée du CP0 sur Egghead était motivée par la motivation suivante, l'ordre de tuer tous les Vegapunks, York comprise. Cela signifie que le gouvernement n'a peut-être pas confiance en elle et souhaite quand même la tuer, rompant le marché qu'ils avaient conclu avec elle et le titre de dragon céleste qu'ils lui auraient accordé. Ses motivations restent encore mystérieuses sur plusieurs points et nul doute que les prochains chapitres serviront à préciser le véritable rêve du satellite de la cupidité. Réellement, tout va se jouer dans les prochains chapitres. Le narrateur ne se trompe jamais. Et si cet incident va représenter l'un des plus grands bouleversements connus dans One Piece, alors nous pouvons être sûrs que rien ni personne ne pourra résister à l'incroyable hype que nous allons vivre dans les prochaines semaines.